Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Valentin. Salut Ryan, salut tout le monde. Bienvenue dans TT Profil, la série de votre off-season qui est là pour vous présenter les joueurs de college football. Et là, on est dans la partie brosson de ces joueurs-là, les joueurs que tout le monde n'a pas le temps de suivre avec vos vies bien mouvementées. Et aujourd'hui, Val, on va entrer dans la deuxième partie des offensive tackles. Donc après avoir présenté un petit peu toutes les stars entre guillemets de la O-line sur la partie 1, on va rentrer dans des joueurs un petit peu plus plus sombres, mais des projets qui sont pas néanmoins si fous que ça à drafter, parce qu'il y a quand même des trucs sacrément intéressants, Val. Ouais, franchement, il y a bien trois quatre joueurs vraiment très intéressants qui ont un potentiel de titulaire. Donc, c'est un épisode à écouter avec attention si vous êtes fan des O-line en général et surtout des offensive tackles. C'est clair, et d'ailleurs, bah écoute, on va commencer directement avec ce tier 4. On a quoi? On a 2, 4, on a 6 joueurs dans ce tier 4, et pas des moindres, et je vais commencer tout de suite, Val, avec Myron Cunningham, donc offensive tackle d'Arkansas. Arkansas qui a fait une très belle saison cette année et qui en a étonné plus d'un, et Myron a peut-être eu un rôle à jouer dans tout ça. Donc Myron Cunningham, c'est un tackle de 24 ans. 6'6", 325 livres, donc au niveau du gabarit, on est sur quelque chose de très correct, peut-être un petit peu petit, mais c'est pas déconnant quoi. 6'6", 6'7", c'est ce qu'on cherche chez un tackle en NFL. Donc il a joué left tackle, mais il a aussi joué guard à droite, donc right guard et right tackle avant ça. Le point fort de Myron Cunningham, déjà bon, on est sur un bon gabarit et des longs bras. Donc pour cette position, c'est vrai que c'est quelque chose qui lui utilise très bien au niveau de sa passe pro. Ses mains, elles sont assez puissantes. Il a un très bon punch. Il a un très gros ancrage au sol, ce qui lui permet d'être aussi solide sur le jeu au sol. Et comme je vous dis, c'est quelque chose qu'on a pu voir cette année avec Arkansas. Maintenant, au niveau des points faibles, c'est vrai qu'on est sur un athlète assez moyen. Son footwork a beau être plutôt qualitatif sur la passe pro, il peut vite se retrouver en difficulté face au edge rusher dû à son inconsistance dans ce domaine. Sa technique de main aussi, elle est très raw malgré son bon punch, mais au moins il a le mérite de les garder toujours actives. C'est quelque chose qu'on recherche beaucoup au plus haut niveau, parce que voilà, c'est vrai que même s'il galère à certains moments, le fait de garder ses mains actives, ça lui permet de rattraper entre guillemets les erreurs qu'il peut avoir au niveau de son footwork ou autre. Ensuite, Myron Cunningham, on a un petit souci, c'est qu'il a tendance à jouer assez haut, plutôt que de produire sa puissance avec le bas de son corps. Ce qui fait qu'il se retrouve en difficulté sur son body control. C'est vrai quand on vous dit ça avec Valentin, c'est qu'on voit des joueurs parfois un petit peu désarticulés, c'est-à-dire que quand il va essayer de chercher un edge rusher, bah, c'est vrai que son haut du corps va suivre, mais pas forcément son bas du corps. Donc ça, ce sera quelque chose à retravailler en NFL. Ensuite, c'est vrai qu'avec Valentin, on a noté qu'un passage définitif en tant que right tackle ou right guard pourrait lui être bénéfique. Alors, c'est vrai que right guard à 6'6", c'est peut-être un petit peu grand, mais en fait, ça lui permettrait de gommer ses petites erreurs de body control et le fait qu'il galère un petit peu contre les edge rushers les plus talentueux. Sinon, bah, écoutez, c'est à peu près tout ce qu'on a noté sur Myron Cunningham. Val, je sais pas si tu veux peut-être dire un mot aussi sur lui. C'est un joueur que j'ai plutôt apprécié à Arkansas, qui a fait plutôt du bon boulot et notamment moi j'ai pu le voir un peu plus face à Ole Miss au match incroyable de cette saison. Et ouais, bon gabarit, bonne longueur de bras, plutôt bon passe pro, tu vois, il est meilleur dans le passe pro que dans le jeu au sol. Mais j'aimerais bien le voir quand même plus en tackle droit que garde droit, mais c'est au cas où si vraiment ça marche pas, mais en tackle droit sur une offense un peu style celle des Cowboys ou c'est un power run, un truc où on lui demande juste de pousser bêtement tout droit, de pas trop décrocher parce qu'avec son gabarit, bah, il peut pas. Enfin, son footwork plus que son gabarit. Mais c'est quelqu'un d'assez intéressant et que tu peux avoir comme projet de l'avoir en tackle gauche ou en tackle droit ou si vraiment ça marche pas en guard. Et je pense que ce sera vraiment un bon joueur de rotation au minimum. Ok, très bien. Dans tout cas, bah, Jerry Jones, hein, si tu nous entends avec le départ de La'el Collins, n'hésite pas à passer un petit coup de fil à Myron. On va avancer tout de suite, Val, et tu vas nous parler de Braxton Jones, donc de Southern Utah. Donc, dis-nous un petit peu ce que tu as trouvé sur Braxton.
Brosson de ouf, Southern Utah. C'est un mec qui fait 6'7", 306 livres. Il a joué left tackle pour Southern Utah. C'est un mec que moi, personnellement, j'aime beaucoup et qui se situe entre la fin de tier 3 et le début de tier 4. C'est un mec qui a déjà un bon gabarit pour le poste. Il a un bon gabarit pour le pass pro grâce aussi à des longs bras, un peu comme Myron Cunningham. Il se déplace, lui, par contre, plutôt bien latéralement, une bonne technique de main, un très gros IQ en passe pro. Il reconnaît bien les plis et il reconnaît bien les edges qui essaient de le dépasser souvent sur les côtés plus que sur l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, il se démerde vraiment pas mal. Et il est solide sur les run blocks, il est capable de maltraiter certains D-line, pas les meilleurs. Je dirais plus les D-line qui sont un petit peu en dessous de son gabarit, un peu plus, entre guillemets, je dirais frêles, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, ils sont pas frêles les D-line, mais on va dire un petit peu en dessous du gabarit qu'on attend en NFL. Par contre, je trouve qu'il manque un peu de puissance dans le premier contact, au niveau du punch, au niveau de ses mains. Il arrête souvent aussi ses pieds au premier contact, ça arrive très souvent malheureusement pour les O-line. Il peut se faire défoncer par des power rushers de qualité. Je dis bien de qualité, hein. Encore une fois, ceux qui sont un petit peu en dessous, et ça va, ils se démerdent bien. Et il semble un petit peu dépassé physiquement. Donc je pense qu'il y a un petit peu un travail à faire au niveau du poids, prendre un peu de poids et au niveau de la salle. Mais c'est un gars que je verrais vraiment bien en left tackle, grâce à son athlétisme. Pourquoi pas sur un zone blocking, un schéma de zone blocking, ça serait vraiment, vraiment assez intéressant. Et après, voilà, je pense que c'est vraiment quelqu'un il faut tenter le coup si on peut lui donner un an ou deux d'apprentissage, au moins un an, mais je pense qu'il pourra se faire largement sa place en NFL. Ok, très bien. Bah écoute, du coup, on va avancer, hein, parce qu'on a d'autres facs bien bressons à aller checker après cet épisode. On va avancer, on va parler cette fois-ci d'un online de Michigan. Michigan qui fait une très belle saison cette année, en grande partie aussi grâce à cette O-line qui était assez dominante. On va parler de Andrew Stuber. Andrew Stuber, bah, c'est un tackle droit, qui peut aussi évoluer en tant que guard, mais là on va parler de lui en tant que tackle droit. Donc un tackle droit de 22 ans, très grand, il est à 6'7", 330 livres, 330 pounds. On est sur un très beau bébé. Dans ses points forts, on a noté déjà une grosse puissance au niveau du haut du corps. Il a une très bonne technique de main. Ses mains sont toujours actives et sont assez solides. Il a un bon punch. C'est un gros run blocker, comme on a pu le voir cette année avec Michigan, surtout sur des power runs, notamment horizontalement. Il est capable de détruire son vis-à-vis au point d'impact. Comme je vous ai dit, il a un gros punch. Et à côté de ça, en fait, il a globalement une bonne compréhension de ce qui se passe devant lui. Donc, il est capable d'aller comboter un D-line pour ensuite monter au deuxième niveau ou quoi. Il est capable de le faire. Maintenant, c'est un athlète moyen. Donc, comme on vous a dit, il a un très gros gabarit et ça joue pas en sa faveur. Ce qui nous amène à voir peut-être chez lui un peut-être passage en guard en NFL, mais c'est vraiment peut-être. On sait que les gros gabarits comme ça, généralement, c'est très peu utilisé en tant que guard. Là, pour le coup, vraiment un 6-7, ce serait quand même assez dommage de s'en priver en bout de ligne. Il a une mobilité latérale moyenne, donc ce qui amène un run block en motion très moyen. Donc comme MAC à le dire Val, avec Stuber, on se dirige peut-être plus sur un schéma power run, donc des runs très verticaux, où on lui demande surtout d'attraper son vis-à-vis et de le maltraiter, en gros, hein, de le brasser au sol, plutôt que des schémas de bloc où il va falloir qu'il monte très rapidement sur un joueur au deuxième niveau ou quelque chose comme ça, ou qui crée du déplacement juste avec ce schéma de bloc là. Donc je pense que vraiment Andrew Stuber il a une vraie carte à jouer de par son âge déjà, 22 ans, et son gabarit, et des choses qu'il a montré cette année avec Michigan. Donc Valentin, je sais pas si tu veux rajouter un mot aussi sur Andrew Stuber que tu as pu voir. Non, non, c'est pas le mec enfin, c'est pas le mec qui m'a le plus impressionné, tu vois, sur la ligne. On va dire que le travail a été fait, tu vois. Le job était fait, mais c'était vraiment pas impressionnant. Donc, je pense qu'il faut pas s'attendre non plus à avoir un mec qui a une possibilité d'évolution de potentiel très haut. Mais je pense qu'en tackle droit,
ça peut faire le taf, tu vois. Il sera sûrement entre le titulaire et le remplaçant, tu vois. Mais je pense qu'il y Ouais, a ouais, le ouais. potentiel est atteint, mais voilà, c'est quelqu'un qui fera le job, on va dire. Dans tous les cas, on sera effectivement, comme beaucoup d'autres joueurs sur ces tirs-là, on sera sur des joueurs de rotation. Et c'est utile. Comme on vous le dit, on vous le répète depuis quelques épisodes, c'est très important la rotation en NFL quand on voit le nombre de blessures qui arrivent chaque année. On avance Val, et on va passer maintenant à Kellen Ditch de Arizona State. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Kellen? Est-ce que chez toi c'est plus un coup de cœur, plutôt une déception? Allez, dis-nous tout, Val. M'en fous, en fait, tu vois, c'est pas. Je m'en tape un peu un rein, c'est pas quelqu'un que j'apprécie plus que ça ou que je déteste, tu vois, je m'en fous. Je vais vous le décrire, donc déjà, je m'en fous un petit peu, parce il a 24,5 ans, donc il va avoir 25 ans sur sa première année. C'est un 6-7, donc ça c'est top, mais il fait que 299 livres. Il a joué principalement, voire quasiment totalement left tackle pour Arizona State. C'est un mec qui est un bon athlète, mais il est vraiment pas élite. Donc quand on parle de bon athlète à 300 livres, alors que normalement il devrait en faire au moins aller 10-20 de plus, bah forcément il faudra voir ce que ça donne avec 10-20 ou peut-être même plus de poids. Il a un bon footwork, il est capable de bouger sur de petits périmètres, il a une puissance correcte malgré son manque de poids. Je trouve que par contre il a un très bon placement de main et techniquement en général sur la passe pro, c'est vraiment très très bon. Je l'ai rarement vu en galère techniquement, même face à de bons D-line. Il a un bon foot IQ sur la passe pro, il autorise très peu de sacs. J'ai regardé un petit peu ses stats, c'était seulement 2 sur sa saison en 768 snaps. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Il est très compétitif, même en run block, il fait toujours de son mieux, mais c'est un petit peu plus compliqué. Il se démerde bien sur des petits schémas zone blocking, mais vraiment on lui demande de bouger. Comme je vous ai dit, sur de petits périmètres, en power run, c'est un petit peu plus compliqué pour lui. Maintenant, bah, ses points faibles, bah, c'est son âge et son poids. Son poids, quand tu rajoutes 10, 20, 30 livres à un joueur, c'est pas rien. Donc, il faut pouvoir s'habituer à ça, surtout en si peu de temps. Donc, s'il reste à son poids ou quasiment son poids, bah, ça pourra peut-être lui poser un petit peu de problème s'il reste en tackle. Son âge, bon, bah, voilà, hein, il va avoir 25 ans, je peux pas vous dire autre chose. Par contre, il se fait beaucoup démonter par les power rushers sur son côté intérieur à cause d'un ancrage au sol très très moyen. Donc, ce qui peut aussi s'expliquer par son manque de poids. Mais je pense que le centre de gravité est vraiment pas assez bas sur son jeu au sol. Et il a tendance aussi à beaucoup baisser la tête. Donc, dès qu'on lui demande bah, un bloc au deuxième rideau, bah, quasiment, enfin, il met trop de temps à voir la personne à bloquer, ou il reste bloqué sur son premier vis-à-vis parce qu'il a la tête dans son chest, et bah, et du coup, voilà, il s'arrête sur lui. Donc, c'est un mec assez intéressant, mais vu son âge et vu ce qu'il a développé, je pense que c'est quelqu'un qu'il faudra garder en rotation, mais ce sera quelqu'un qui sera pas dégueulasse, tu vois. Je pense que si tu le gardes dans left tackle de rotation, ça sera correct. Voilà, je veux dire, je sais pas, admettons, moi je vais prendre mon exemple. Si j'ai Bakhtiari en left tackle et qui a tendance à beaucoup se blesser, je veux dire, si je l'ai lui, qu'on va le chercher au 4 ou cinquième, enfin plutôt même, je dirais, fin de quatrième tour, cinquième tour, ça me va, tu vois. Genre, j'ai pas. Je sais qu'il fera un boulot correct. Ouais, ouais, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant, et on est encore sur ce profil de joueur de rotation, mais qui a vraiment une pierre à apporter à l'édifice, quoi. C'est pas juste le mec qui va rester dans ton effectif à s'asseoir et manger du popcorn. Il aura vraiment quelque chose à faire, même aux entraînements ou quoi, pour faire travailler ta D-line. C'est toujours cool d'avoir ce genre de profil aussi dans un effectif. On va avancer, Val, si tu as plus rien à dire sur Kellen Non. Ditch. Pour parler maintenant d'un gars que moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et que je vois même peut-être potentiellement comme un des sleepers de cette draft, puisqu'on va parler de Der Rosenthal. Donc Der Rosenthal, déjà, il a un gabarit typique et même très apprécié, je pense, par les scouts NFL. Il est marge à 6-7 et il est à 327 pounds, 327 livres. Donc on est déjà sur un très bon gabarit pour la NFL. Ensuite, c'est un left tackle capable de jouer à droite, mais que moi personnellement, je vois surtout rester à gauche parce que ce serait dommage de s'en priver.
Der Rosenthal, pourquoi je le connais? Je le connais peut-être un petit peu plus que d'autres profils ici, parce que j'ai eu la chance de le voir jouer pendant 2 ou 3 ans à LSU, je sais plus exactement. C'est l'ancien titulaire à gauche à LSU et en fait, il a choisi de transférer au début de cette saison parce qu'il risquait de manquer des matchs suite à une violation de la politique du programme. Ils sont pas rentrés plus dans les détails. On ne sait pas si c'est à cause de drogue, donc la fumette. On ne sait pas si c'est à cause de problèmes scolaires. On n'en sait rien. On ne sait pas trop. Il y a un flou autour de ça. Tout est lié, je pense, avec Rosenthal. C'est vrai que au niveau de l'attitude, je vais vous décrire un peu sa façon de jouer après. Vous allez comprendre que à un moment, ça a pu aussi coincer. Donc recruté en tout cas à LSU à la base en tant que defensive tackle, ça se ressent beaucoup dans sa manière de jouer, comme je vous le disais, qui est assez violente, assez engagée. Mais c'est pas forcément pour me déplaire. Dans ses points forts à Der, on est déjà sur un joueur qui est assez rapide pour son gabarit. Je crois que Der a inscrit un des meilleurs chronos du combine pour les O-line, ce qui en fait un joueur dangereux sur jeu de course et aussi sur screen, surtout quand on voit son gabarit. Ensuite, je vous ai parlé de sa manière de jouer qui est assez violente, mais elle n'est pas pour autant débile. Il a vraiment ce côté nasty, ce côté méchant que j'aime beaucoup moi chez les O-line. Il joue le jeu à fond, il est toujours très agressif. Rosenthal, c'est bon en passe pro, c'est bon en run block, il est assez complet, mais il est toujours perfectible. On a deux trois petits points à travailler pour le rendre peut-être encore meilleur. Ensuite, c'est vrai que c'est pas le meilleur punch de la QV de O-line, mais ça reste quand même très honnête. Par contre, sur le jeu de course, il a un premier pas qui est d'une violence que moi personnellement j'ai rarement vu. Maintenant, sur ses points faibles, on est encore sur un joueur qui est très raw techniquement. Il fait les efforts, mais dès qu'il force sur un point, en fait, ça se voit. Il a tendance à pas jouer naturellement. C'est vraiment quelque chose qu'on le voit directement sur les tapes et il finit par se faire battre. Au niveau de son équilibre, c'est pas toujours fou. Il y a pas mal de jeux où Der semble se balancer à droite à gauche durant le bloc, sûrement à cause du point que je vais vous évoquer tout de suite, qui est son centre de gravité. Il joue trop haut, il doit impérativement se forcer à jouer plus bas. Maintenant, c'est vrai que c'est pas facile quand on fait 6-7 pour 327 pounds, mais il faudra vraiment qu'il réussisse à step up à ce niveau-là pour s'assurer un avenir en NFL. Donc avec Der, on a vraiment un joueur à développer qui fait envie. C'est un beau gabarit, c'est un bel athlète, il a des qualités indéniables, mais il y a du boulot à fournir. Je lui vois potentiellement un développement à la Lael Collins. Je ressens beaucoup de similitudes entre les deux. Par contre, là où Lael Collins était peut-être meilleur sur le jeu de course, Rosenthal est meilleur sur le passing game. Si j'ai un match à vous présenter sur Der Rosenthal, je vous inviterai à regarder le match que Kentucky fait contre Georgia, où pour le coup il a que des first rounders en face de lui. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui kiffent beaucoup, par exemple Trevon Walker. Juste aller voir ce que Rosenthal fait contre Trevon Walker, et là vous allez vous dire effectivement qu'il y a peut-être un style à aller récupérer chez Der Rosenthal. Donc à part ça, moi j'ai rien d'autre à dire. Val, je sais pas si tu veux peut-être dire un mot sur Rosenthal ou si Ouais, on avance. je dirais que c'est possiblement un des gros sleepers au poste de offensive tackle. Sa combinaison d'athlétisme et de gabarit elle m'intrigue fortement. Donc, avec tous les points que tu as évoqués, s'il arrive vraiment à progresser un petit peu techniquement et tout, je pense qu'il y a possiblement un tackle titulaire en NFL, quoi. Et il faudra pas trop être surpris si le mec, on va le chercher, enfin, s'il y a une équipe qui va le chercher milieu de troisième tour, fin de troisième tour, même si on pense tous les deux qu'on est plus sur un tier 4, bon tier 4, mais il faudra pas être étonné si y a quelqu'un qui va le chercher Ah, plus haut. moi je serais vraiment pas étonné. En tout cas, voilà, on va avancer tout de suite, Val. On va passer à du coup Luc. Alors, c'est là que tu vas m'aider puisque c'est toi qui a fait le scouting. Euh, Je sais pas si tu as écouté l'audio, mais comment on prononce son nom de famille? Godeke, Godeke. Allez, Godeke, on va je partir pense. sur Godeke et on Et passera pour des cons quand il sera appelé le soir de la draft. je pense que ça doit être Godeki ou quelque chose comme ça, tu vois, en anglais, Ouais, mais moi aussi. Enfin bref, on va le dire comme on se sent le plus Luc. à l'aise. Donc Luc Godeke de Central Je sais pas Michigan. pourquoi t'allais dire une dinguerie sur Star Wars ou un truc du genre. Je Bah, sais pas. c'est une dinguerie pour Star Wars. Ouais, Oncle ouais. Owen, quand il appelle Luke. Luke! Ah oui, c'est Enfin vrai. bref. Pour les nerds qui nous suivent, donc Godeke de Central Michigan, Val, je te laisse y aller sur Luke.
Ouais, 23,4 ans. Donc il aura 24 ans sur sa première année. 6'5", 318 livres. Tackle droit à Central Michigan, puisque de l'autre côté, c'était Rainman. Lui aussi, comme son compère, bah, c'est un excellent athlète avec un gros moteur. Il est agile, il a un très bon footwork, il a un bon body control. Il est vraiment explosif au snap. Son premier pas, il est vraiment très bon. Quick step, enfin tout ce qu'il faut, vraiment nickel. Je le trouve très 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 bon sur run block. C'est un bon pass bloqueur aussi, mais avec une technique de main plutôt bonne. Il a un très bon AQ aussi, c'est pas mauvais de ce côté-là. Euh, Par contre, bah, ses points faibles, c'est que il manque d'expérience. Il a seulement 2 ans en tackle droit. Il était tight end en high school. En 2020, il a eu une blessure au genou. Il a eu une opération. Donc, ce qui explique bah, ses 2 ans en tant que tackle droit. Il n'a pas des super angles de poursuite contre les edges qui sont rapides. Donc, c'est un petit peu dommage quand tu as un très bon athlète comme ça. Souvent, il se fait pousser aussi en passe pro. Il arrive à maintenir, mais il n'a pas le dessus. Donc, ça manque un peu d'ancrage et de développement de puissance sur le bas et sur le haut du corps. Donc, je pense, moi, tu vois, c'est quelqu'un que j'ai un petit peu en vue pour le poste de tackle droit à Green Bay. Je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment très, très intéressant parce qu'au niveau de la taille, on est à la limite enfin, pour moi, à ma limite en tout cas, du bon, enfin, du tackle droit, quoi. Au niveau du poids, on est bon et c'est un très 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 bon athlète avec un très bon jeu au sol. Donc s'il arrive à développer un petit peu plus de puissance au niveau de ses mains, au niveau du premier punch, et s'il arrive un petit peu à orienter ses hanches plus rapidement et à bien servir de ses qualités athlétiques, ça pourrait faire vraiment un très bon tackle droit en NFL. Mais bon, vu l'âge, bah, il va pas falloir que ça mette trop de temps. Il va falloir que ça se fasse dans les 2 premières années, mais voilà, ça fait partie des 3-4 mecs, comme je vous disais au début de l'épisode, qui m'intéressent fortement. Chez Godeke, ou je ne sais même pas comment ça se prononce, hein, tu le vois vraiment. Pour toi, est-ce qu'il faut le lancer directement dans le grand bain? Il faut lui donner une place de starter pour qu'il évolue, ou est-ce que tu le vois plus s'asseoir et apprendre un petit peu au départ? Mais je dirais que, mis à part peut-être le top 5 de la draft, la plupart des mecs, faut les asseoir un minimum, tu vois. Allez, peut-être pas le top 5, mais on va dire allez, top 15, top 20. Mais sinon, le reste, globalement, ça demande un petit peu d'être assis. Donc, pourquoi pas essayer de jouer au maximum en pré-saison et puis espérer, tu vois, une blessure du tackle droit ou d'un guard, histoire de prendre un peu de rep et d'expérience. Mais sur la première année, oui, ça mérite quand même d'être un peu assis. Sinon, ça risque d'être un peu moyennasse. Mais je pense pas qu'il soit catastrophique et je pense qu'il évoluera quand même assez vite. Donc, après, il faudra penser plus à l'année d'après s'il est titulaire, quoi. Plus que la première année en tant que titulaire. Mais pourquoi pas, mais bon, ces mecs-là, s'ils sont pas dans le tier 1 ou 2 en soi, c'est que bon, il faut quand même les asseoir, quoi. Ok, ok, très bien. Bah voilà, en tout cas, voilà le tier 4 qui se termine directement avec Luc. Luc, je suis. Non, allez, continuons. Du J'avais une coup, blague pour Bam Bam, mais vas-y, vu que c'est toi qui le présente, je vais même pas la faire, de toute façon, elle a été nulle. bah allez, c'est parti, tu vas nous la faire tout de suite puisqu'on rentre dans le tier 5 et que le premier joueur qu'on va introduire, c'est Bam Olaseni de Utah. Donc vas-y, on t'attend, va le faire rire le peuple. Non, Non, trop mais en tard, plus, t'as en parlé, plus, les gens, faire ça se rire trouve, le ils connaissent peuple. pas. J'allais dire, ouais, Bam Bam, mais c'est pas Tuivasa, et ils n'ouvaient pas des grands crochets à la Tuivasa en UFC. Et pourtant, putain, le mec, je le présente juste en physique, 6'8", 330 livres. Voilà, ça vous pose les choses. Titan colossal. Vas-y, Ryan, c'est à toi. Exactement, Titan Colossal comme d'autres, on en a quelques-uns dans cette draft et le premier qu'on vous avait présenté c'était Daniel Falele au tier 2 ou 3 il me semble. Bah avec Bam on est sur à peu près les mêmes mensurations physiques de monstres, donc comme vous l'a dit Val, 6'8", 330 pounds et ce Titan Colossal là, bah, ce qui est intéressant c'est qu'il nous vient de Londres, il vient de notre petite Europe. Il a joué en grande Pussio. partie il a joué en grande partie left tackle à Utah. D'ailleurs, il a joué que ça. Donc dans ses points forts, on a noté déjà un gabarit, c'est-à-dire que le mec est immense, il possède des bras mais interminables, et en plus de ça, il est large. Donc il prend du temps à contourner. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on note assez souvent, mais parce que ça a son importance. En fait, il peut faire gagner un petit dixième de seconde juste à cause de ça.
Et ce petit dixième de seconde, c'est peut-être ce qui va permettre à votre quarterback de lancer la balle, en fait, tout simplement. Donc, on l'a noté. Autre point fort qu'on a noté, c'est qu'il est très lourd à l'impact sur jeu de course notamment. Il réussit à créer du déplacement sur un schéma power run, par exemple, juste grâce à son impact. Il est vraiment énorme, quoi. Maintenant, le problème, c'est que malgré ça, il a vraiment du mal à choper son vis-à-vis sur les jeux de passe. Il se fait facilement avoir par des techniques de main. Il fait parfois des holdings qui sont grossiers et qui, je pense, seront bien plus flagués en NFL. Il semble assez lent. Et au-delà de ça, c'est même pas seulement une lenteur, mais c'est surtout un côté vraiment peu athlétique. On sait que c'est dû à son gabarit qui est hors norme là aussi, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut poser question. On a l'impression de voir vraiment un espèce de gros bibendum un petit peu pâteau, un petit peu mou, genre c'est très, très étrange à expliquer. C'est pas facile à expliquer, mais c'est quelque chose qui se voit assez vite sur ces tapes. À côté de ça, forcément, il est à 6-8, donc il joue trop haut. Il n'a pas une grande force au niveau du tronc et ça se voit, on le voit en tout cas se faire bouger assez facilement sur le haut du corps par des gabarits bien plus petits que lui, mais qui eux placent bien leurs mains. Du coup, ça le rend assez vulnérable au push-pull. Donc, pour ceux qui connaissent pas le push-pull, c'est quelque chose que je pense que vous avez déjà dû voir dans des matchs une fois dans vos vies, où vous voyez le D-line vraiment pousser vraiment de toute sa force sur le haut du corps de l'adversaire. Et une fois que le haut du corps de l'adversaire commence à se pencher en arrière et commence à perdre l'équilibre, tout de suite le D-line va venir tirer toute sa force en fait pour créer un déséquilibre et faire tomber le lineman vers lui pendant que lui va passer derrière le lineman. C'est quelque chose qui, vous l'avez forcément vu au moins une fois, que ce soit sur des matchs NFL ou sur des matchs de college football. C'est vrai qu'avec Bam Olaseni, vu qu'il a un tronc vraiment pas très fort, qu'il n'a pas, je pense, une ceinture abdominale bien développée, il est très vulnérable à ça. Je l'ai vu vraiment, c'est peut-être le move qui l'a le plus mis en galère sur toutes les tapes que j'ai vues. Maintenant, à côté de ça, il est aussi vulnérable aux rushers rapides qui peuvent le contourner en vitesse. Il l'est aussi parfois face aux power rushers qui feintent un contournement rapide avant d'un coup de l'enfoncer et de mettre tout leur poids sur lui. Parce qu'il n'est pas sur ses appuis. Et parfois, je l'ai même vu se faire pancake à cause de ça. Donc vraiment, il doit travailler absolument cette ceinture abdominale, cette force au niveau du haut du tronc, parce que c'est peut-être son plus gros point faible. Du coup, en définitive, Olaseni, moi je suis clairement pas fan. S'il est dans ce tier 5, c'est avant tout pour son physique qui est extraordinaire. C'est quelque chose en fait que tu pourras pas apprendre à quelqu'un. Mais par contre, techniquement, ça part de trop loin et même athlétiquement. Et je pense que ça, c'est surtout dû au fait qu'il est européen, tout simplement. On n'a pas du tout la domination qu'on devrait avoir pour ce gabarit en fait. C'est vraiment un joueur à développer sur le long terme, mais personnellement, je pense que le plafond il reste assez bas. Il a peut-être le niveau pour être à terme un joueur de rotation. En tout cas, pour l'instant, c'est vrai que même un joueur de rotation, ça risque d'être compliqué. Il y a quand même beaucoup de travail à faire avec Bam. Ouais, on est sur un Daniel Falele du pauvre, quoi, en gros, si on veut vulgariser le truc, mais moi, c'est pas forcément quelqu'un que j'ai en coup de cœur, tu vois. Après, ça, encore une fois, vu le gabarit, ça reste un projet assez intéressant et qui vaut peut-être le coup sur un tier 5, 6. Mais je pense que tu l'as bien décrit, et moi, après, j'ai pas grand-chose à dire parce que il me passionne pas plus que ça, tu vois. Bon, Ah, bref. moi, c'est pareil, je te dis, c'est vraiment assez quelconque, mais effectivement, comme je l'ai dit, je le mets dans ce tier 5 parce que le gabarit, c'est quelque chose que tu n'apprends pas, quoi, c'est inné. Ah oui, c'est sûr. Et je suis persuadé que comme ça, en fin de draft, ouais, tour 6, 7, tu sais, quand les mecs ils commencent à avoir des tours dont ils savent plus quoi faire parce qu'ils ont pris leur joueur coup de cœur, je pense que tu as une équipe qui va aller le chercher parce que voilà, le Oui, mec c'est c'est un sûr. gabarit extraordinaire, tu vois. Mais ouais, je suis pas fan. Sur ça, je suis vraiment pas fan comme toi. En tout cas, voilà pour Bam Olaseni de Utah. On va avancer. On va avancer cette fois-ci pour parler d'un de mes poulains de LSU. On va parler de Austin Deculus. Austin Deculus, c'est un right tackle, 6'7", 325 livres. On est sur un gabarit type NFL. Il a 23 ans actuellement, mais il va sur ses 24. Il aura 24 ans quand la saison commencera en NFL. Et Austin Deculus, c'est vraiment le soldat, le soldat des Tigers. C'est vraiment l'homme à tout faire, le mec qui saigne violet et jaune, comme on dit, golden purple. Donc ouais, c'est un super senior qui a joué 5 ans à LSU pour finir ses études. C'est quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur. Dans ses points forts, moi personnellement, j'ai noté qu'il est très propre dans sa prise de bloc. Ses mains sont placées au bon endroit, elles sont actives et il a un centre de gravité assez bas.
Il est vachement plus acteur que spectateur sur les combos et les blitz pick-up. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends que c'est souvent lui qui va faire le call et c'est souvent lui qui va aller contacter en premier et drive un petit peu tout le combo, ou alors sur les blitz pick-up, c'est lui qui va les annoncer et qui va ensuite aller les récupérer. Ça démontre en fait un joli IQ, un joli football IQ. Ensuite, il a un joli punch. Il semble être lourd une fois lancé sur les jeux de course. Par contre, il est vachement en difficulté sur les counter moves à cause d'un déséquilibre dans son jeu, ce qui le mène à se faire avoir parfois sur des holdings enfin, il se fait avoir et en fait ça le mène à devoir faire des holdings ou bien à se faire avoir complètement. C'est ça que je veux dire, à cause de ce déséquilibre. Sinon, à côté de ça, faut faire attention sur sa capacité à prendre les blocs au deuxième rideau et au placement de main dans cette situation. C'est vrai que quand on est sur du petit périmètre, Austin Deculus, c'est très propre. Par contre, dès qu'on commence à être dans un espace un petit peu plus large où le défenseur peut être en mouvement, il a un peu plus de mal. Il a des angles qui sont pas super et du coup, il a du mal à placer ses mains. J'ai noté aussi que il semble parfois trop gentil sur ses blocs. Moi, comme je vous dis, j'aime bien avoir des O-line un petit peu nasty, un petit peu méchant. Donc c'est vrai que Deculus, c'est pas ça. C'est vraiment un joueur très propre. Donc je l'ai trouvé trop gentil, que ce soit sur l'impact ou même sur le déroulé de l'action. On sent qu'il a pas envie de faire mal aux défenseurs. Il a vraiment ce côté très propre, très technique. En fait, une fois que le jeu se termine, le coup de sifflet, c'est terminé. Il essaye pas de faire mal, il essaye pas de faire un mauvais geste pour rentrer dans la tête de l'adversaire. Il reste très très propre. Je lui ai noté quand même un profil de sleeper dans cette QV, mais un peu plus tard que pour un Der Rosenthal, parce que je trouve que Deculus, il a quand même les armes pour faire kiffer les coaching staff NFL, surtout sur son passing game. Je pense qu'à terme, on peut le voir se développer en un starter NFL, mais comme le disait Val tout à l'heure pour Luc, ça va lui demander, je pense, de sit un petit peu, peut-être un an. Faudra pas trop plus parce qu'il a quand même 24 ans. Mais je pense qu'on peut vraiment lui voir une utilité dans le passing game. Dans tous les cas, à terme, moi personnellement, je vois au moins un joueur de rotation s'il réussit pas à choper une place de starter quelque part. Je suis d'accord avec toi, je pense. Enfin, moi, je l'ai surtout vu Alors, c'était Shrine Bowl ou Senior Bowl, je sais plus, il a peut-être fait les deux. Mais c'était un des deux bowls et j'avais vraiment beaucoup aimé ce qu'il faisait. C'était vraiment très propre. J'avais trop rien à dire, tu vois. Limite, c'était un des. Je crois que c'était au Shrine, mais je suis pas sûr parce que sur les O-line, c'est un peu plus dur de les évaluer pendant le Shrine Bowl ou pendant le Senior Bowl, à part sur les drills. Mais c'était vraiment, donc je pense que c'était au Shrine Bowl. Et c'était vraiment un des seuls avec un centre qui, je sais plus, venait d'Oudjouk ou quelque chose comme ça. C'était vraiment le seul qui sortait du lot et j'avais vraiment beaucoup aimé ce que j'avais vu. Donc ça m'étonnerait quand même que ce mec-là, il n'arrive pas à choper une place au moins dans une rotation comme tu l'as dit, quoi. Ouais, et c'est vraiment ça. Pour ceux qui nous entendent dire propre et technique, c'est vraiment le terme avec Austin Deculus. Vous attendez pas un athlète. Des athlètes, il y en a beaucoup. Lui, c'est vraiment pas ça. C'est un petit peu comment on pourrait dire ça? C'est un petit peu le matheux des O-line, le mec Ouais. qui va aller regarder le playbook, qui va regarder les vidéos, qui va checker tout ce qu'il doit faire pour que techniquement il soit propre, mais vous le verrez jamais courir un 40 yards en moins de 5 secondes, éclater un mec sur un bloc. Non, il va préférer venir gentiment, baisser son centre de gravité, placer ses mains. Ça sera pas impressionnant, mais le taf sera fait en fait. C'est vraiment le profil qu'on a avec Austin Deculus. Du coup, on va avancer, Val. On va avancer. Cette fois-ci, tu vas nous parler d'un O-line de North Dakota. Tu vas nous parler de Matt Waletsko. Et déjà, j'adore son nom. Et donc, vas-y, Val, je te laisse y aller. Décris-nous Matt. Moi, j'aime bien. J'aime bien. 6-7, 310 livres, left tackle pour North Dakota, donc bien brosson, je vous explique même pas pour trouver des tapes. Enfin, merci, au revoir, quoi. C'était super galère. Globalement, c'est un bon athlète avec une bonne mobilité latérale, une agilité et un footwork plus que correct. Je pense qu'il a un gabarit idéal et surtout grâce à de longs bras et de grosses mains. Je crois il a été mesuré, c'était sur Senior Ball avec les plus grosses mains, ou il était pas loin d'avoir les plus grosses mains et les plus longs bras. Sur le run block, je trouve qu'il pose bien ses mains, il utilise bien ses jambes pour driver les D-line adverses, mais il a tendance un petit peu à trop punch au lieu de manière. Donc au lieu de prendre le mec et de le balader, il a tendance à un petit peu à trop le pousser, quoi. Donc ça laisse une Ouais, chance. il veut lui patater la gueule, c'est tout. Ouais, mais Un bon Waletsko. ça laisse une chance quand même au D-line de
potentiellement s'en sortir ou pouvoir aller faire un plaquage sur le deuxième rideau, quelque chose comme ça. En passe pro, son meilleur atout, c'est globalement qu'il est très bon et c'est son meilleur atout pour moi. Plus que le run block. Il a aucun sac sur ses 2 dernières saisons. Il a énormément progressé parce qu'au début, c'était un de ses gros points faibles. Après, parlant de ses points faibles, la diversité, hein, North Dakota, ça joue pas des cracks. Il est souvent en retard au snap. Il a tendance à jouer beaucoup trop, donc son ancrage, il est vraiment pas bon. Il perd trop de puissance à cause de son manque d'ancrage, surtout en passe pro. Mais je pense qu'il a quand même un beau potentiel de left tackle. Euh, voilà, je pense que c'est quelqu'un qui a développé, mais il fait partie voilà, de ces 3-4 mecs que je vous disais tout à l'heure, hein, avec Braxton Jones, Goteke, Rosenthal et Waletsko. Pour moi, c'est voilà, les mecs qu'il faut vraiment surveiller sur le troisième jour et qui ont potentiellement, à mon avis, et à celui de Ryan, un avenir en NFL au minimum dans la rotation. Il ne faudra pas être surpris si on les voit être titulaires. On ne vous dit pas que ça va être des cracks, mais des titulaires. C'est déjà très bien quand tu sors de North Dakota. Tu t'attends peut-être pas à ça, tu vois. Donc voilà, un mec à surveiller si vous avez un peu de galère au poste de left tackle dans votre équipe. Mais moi, j'irais plus loin. Moi, j'irais plus loin. Der Rosenthal, s'il tombe dans le bon effectif avec les bons coachs, il peut devenir un crack, ce mec. Enfin bref, on s'égare. Mais ouais, tout ça pour dire que il y a, comme on vous l'a dit au début d'épisode, il y a vraiment des jolis potentiels à aller chercher, même en day 3 de la prochaine draft. En tout cas, voilà pour Matt Waletsko. On va avancer avec ce dernier offensive tackle du tier 5. Et cette fois-ci, Val, tu vas nous parler de Spencer Burford de UTSA, l'université de San Antonio au Texas. Ouais, alors déjà, je pense que on le verra sûrement plus en tant que guard en NFL. Il a 21, enfin il va avoir 22 ans sur sa première saison. C'est un 6'5", 293 livres, donc c'est vraiment très léger au niveau de la taille. On n'est pas optimum si on veut vraiment un left tackle, voilà, à la taille NFL. Il a joué left tackle et left guard en college football à UTSA. Donc UTSA hein, qui sort d'une très très belle saison, donc peut-être vous le connaissez un petit peu, vous avez peut-être dû le voir jouer. C'est un très bon athlète avec une bonne mobilité, un bon footwork, une mobilité latérale bonne. Donc, ce qu'on peut un petit peu s'attendre à 293 livres. Par contre, il a un manque de puissance, notamment dans le jeu au sol. En passe pro, je trouve qu'il a des bons angles de bloc. J'aime bien son punch. Il poursuit bien les edges qui essaient de le déborder. Donc, grâce à ses hanches, voilà, il se démerde vraiment pas mal. Et il a un footwork globalement très fluide. Il a montré globalement aussi une très bonne technique de main. J'ai pas trouvé grand-chose à redire. Il essaie de placer ses mains au centre. Enfin, voilà quoi. Je veux dire, c'est bien. Euh, Par contre, on est sur un gabarit très moyen pour un tackle avec une longueur de bras moyenne. Il a tendance à beaucoup stopper ses pieds après le premier contact. Donc avec ces choses-là, je le vois plutôt en avenir en tant que guard en NFL. Son manque d'allonge sera sûrement un problème. Et avec du développement, je pense qu'il pourra devenir un guard titulaire, mais pour l'instant, c'est inconstant et ça doit peaufiner son physique. Donc Spencer Burford, on est vraiment sur un projet, sur tous ceux qu'on vous cite. Après, il en reste un, mais je crois qu'il n'est pas aussi jeune que Burford. Mais Burford, c'est vraiment peut-être je crois que c'est le plus jeune qu'on vous ait présenté là, et c'est vraiment un potentiel, mais je le vois vraiment mal en left tackle, en tackle droit. Je le vois vraiment bien en left guard, garde droit, pourquoi pas, mais plus left guard, parce que sur la passe pro, c'est vraiment assez bon. Donc voilà, à voir s'il arrive à prendre un petit peu de poids et si en guard, ça peut mieux se passer qu'en left tackle en NFL pour lui. Ouais, c'est clair. Et puis après, comme tu le dis, ce qui est bien et ce qui va, je pense, séduire un petit peu les coaching staff en NFL, c'est qu'il a 22 ans, donc tu as le temps de travailler avec lui. Tu peux même lui faire passer 1 ou 2 ans sur ton banc. Et le mec aura que 24 ans, quoi. Donc il sera encore jeune, il sera encore dans la force de l'âge. Donc à voir en tout cas pour Spencer Burford. On va avancer, on va passer dans notre tier 6. Tier 6 qui n'a qu'un seul joueur dedans, Valentin. Donc ce sera notre dernier joueur de
de cet épisode et c'est toi qui t'y colle, c'est toi qui nous en parle. Parce que t'adores ça, les facs un petit peu chrétiennes. Et quand je t'ai dit qu'il fallait que tu prennes un billet pour partir à la Texas Christian University, tu m'as dit let's go, banco, j'y vais. Donc tu vas nous présenter Obinna Eze, left tackle à TCU, si je dis pas de bêtises. Oui, oui, monsieur, encore un titan colossal qui nous vient du Nigeria. 6'8", 327 livres. Donc pourquoi pas en tant que left tackle ou tackle droit en NFL, je vais m'expliquer. Gabarit enfin une longueur de bras idéale pour le poste. Très bon footwork, globalement un bon athlète mais qui manque un peu de puissance. Bon run blocker, capable de bloquer en mouvement et de décrocher sur le deuxième niveau, que ce soit horizontal ou vertical. Il peut aussi très bien maintenir son bloc sur le jeu au sol. Donc voilà pourquoi je parlais un petit peu de tackle droit en NFL. Par contre, il manque d'expérience, il a seulement 31 matchs en carrière. En plus, c'était un transfert de Memphis, parce qu'il me semble qu'il était dans l'équipe de Memphis il y a 2 ans quand on les avait joués Ole Miss. Il arrête ses pieds au contact, il joue beaucoup trop haut. Comme on vous a expliqué sur les grandes tailles, ça arrive très souvent. Donc il se fait facilement manœuvrer puisque son ancrage n'est pas idéal. Techniquement, c'est assez raw, mais je vois qu'il essaie toujours de faire l'effort de bien placer ses mains, donc au moins il a la compréhension de ce qu'il doit faire, c'est juste qu'il n'arrive pas à exécuter. Je pense que globalement, c'est un très beau projet athlétique, aux bonnes mensurations, mais avec un gros manque d'expérience et un QI vraiment très moyen. Euh, c'est comme vous expliquez, Obina, c'est un peu le bon gros titan colossal, bien heureux, que tu vas envoyer sur le jeu au sol, mettre des gros blocs et voilà, dans un premier temps, tu vois, le temps qui se développe un petit peu au niveau du QI foot. Mais c'est pareil, c'est quelqu'un que j'aimerais beaucoup voir déjà dans une équipe qui lui donne la chance d'être développé, donc de le voir comme un projet et de le voir bah, essayer, si lui il y arrive aussi, de se développer et de pouvoir potentiellement être, pardon, d'être titulaire en NFL. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire avec lui quand tu le vois jouer, tu vois qu'il y a des aptitudes, tu vois qu'il y a des choses qui se passent, enfin, tu es pas insensible, quoi. Donc c'est quelqu'un qui va se retrouver entre le tier 5 et le tier 7 selon comment ça descend un petit peu les tackles. Moi, du coup, j'ai fait un petit mix des deux. Je l'ai mis en tier 6 et je pense que c'est dans ces eaux-là qu'on devrait plutôt le retrouver au troisième soir de la draft. Ouais, je suis assez d'accord, je suis assez d'accord. Petite question, Val, comment on pourrait expliquer un petit peu à nos auditeurs, d'avoir classé, bah, un mec comme Obinna Eze, tu vois, tier 6, alors qu'on a mis, bah, Bam Olaseni tier 5? Est-ce que c'est plutôt parce que pour être très honnête avec vous, c'est moi qui me suis chargé du scouting d'Olaseni alors que c'est Val qui s'est occupé du scouting de Obinna Eze. Donc on a tous les deux, placé les joueurs dans les tiers, qu'on estimait être le bon, donc peut-être que c'est moi qui ai vu Olaseni trop haut ou quoi. Mais donc, comment on pourrait expliquer un petit peu ça aux auditeurs, Non, Val? je pense pas que tu aies vu la CNI trop. La CNI, parce que je te l'aurais dit, je t'aurais repris si je le voyais plus bas. Je pense qu'il y a quand même une grande différence, et arrête-moi si je me trompe, mais Obina Eze, pour moi, il manque vraiment quand même de puissance. Et il manque un peu de flexibilité sur du tronc, mais il me semble que tu en avais parlé pour Eliassini. Mmh. Et en fait, aussi, tu as ce manque d'expérience. Il n'a pas joué beaucoup de matchs. On lui demandait pas des choses vraiment de fou à TCU. Tu sens que sur l'IQ, c'est quand même beaucoup moins fort que Elasseni. Euh, Tu vois, c'est encore en dessous. Tu vois, c'est vraiment un ton en dessous d'Elasseni. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment, pour moi, Elasseni, tu peux te dire, il peut prendre, tu vois, quelques reps ou de quoi. Obina Esse, pour moi, tu ne fais pas prendre de reps avant l'année prochaine, quoi. Ouais, 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 je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord, mais c'était juste pour éclaircir un petit peu ça, parce qu'au final, les profils se ressemblent un petit peu et c'est vrai qu'on sait que les gens ont tendance à voir l'athlétisme au-dessus de tout. Et Ouais, bah ça, quand on fait, tu vois, le rapport des deux joueurs, c'est vrai que les gens peuvent se dire, bah attends, je comprends pas. Obinna Eze, on est sur un joueur qui athlétiquement est déjà plus développé, peut-être plus intéressant, là où c'était un des points faibles de Bam. Donc je sais que c'est peut-être une question qui va tarauder un petit peu l'esprit des gens quand ils vont écouter l'épisode. Donc c'était juste pour ça que j'ai posé volontairement cette question pour qu'on éclaircisse ce point. En tout cas, bah, l'épisode d'aujourd'hui
est terminé. On donne Comme pas d'hab- nos petits. Ouais. si, Ah, t'inquiète excuse-moi. pas, t'inquiète pas, on est bien, on est avec les gens, ils sont bien avec nous, on est bien. Je sous-estime ta qualité de Ah, présentateur. mais merci, mais ça c'est parce qu'on n'a pas Elio Balayette. Dès qu'il n'y a pas Elio Balayette, tout part à volo. Excellent. Entre nous, les gars, tant mieux qu'il n'y ait pas Elio. Entre nous. Lui dites pas, mais entre nous. Donc l'épisode arrive à sa fin, on a terminé, mais comme d'habitude, on a nos petits joueurs qui ont aussi leur scouting et dont on vous parlera le soir de la draft. Donc moi j'ai noté notamment Chris Owens, le tackle droit d'Alabama. On a Christian Jones de Texas qui peut être aussi intéressant. On a Alec Anderson de UCLA qui peut aussi avoir une carte à jouer. On a le petit Tyler Vrabel pour le côté people parce que c'est le fils du head coach des Titans, Mike Vrabel. Val, je sais que tu avais aussi d'autres petits noms peut-être à donner aux gens. J'ai Blaise Andrews de Minnesota qui est a un potentiel assez intéressant à regarder. T'as Zach Tom de Wake Forest, mais que j'ai pas inclus dans le tier 6 parce il est en dessous aussi. Je crois qu'il a 295 livres, 290 livres, quelque chose comme ça. Et qu'il y a quand même pas mal de choses à travailler. Après, t'as Logan Bruss de Wisconsin, donc on connaît les tackles, enfin, globalement les O-line de Wisconsin qui sont assez bons. Je sais pas si j'ai dit Luke Tenuta, mais Luke Tenuta de Vitek qui m'intrigue un petit peu. Donc, il y a Nick Zakelj de Fordham. Alors, j'ai regardé un petit peu ce que ça donnait sur des tapes. C'est potentiellement, pour moi, un guard. Il a joué les tackles à Fordham. Mais il y a un petit truc quand même qui m'intéresse fortement. Donc, on vous en parlera sûrement, parce que pour moi, il sera sûrement prié aussi 7e tour. Mais il y a quelque chose de vraiment très intéressant avec lui, surtout au niveau du jeu au sol. Ok, très bien. Et du coup, c'est sur ce joli petit message de Valentin qu'on va conclure cette deuxième partie des offensive tackles, en espérant vous voir très nombreux, en tout cas les 3 soirs de la draft avec nous. Et nous, on revient très rapidement, Val, pour l'épisode des defensive tackles. Et ensuite, ce sera au tour des edge et defensive end. Salut tout le monde. Salut. Ciao, ciao.